Convivencia existe. Il s'est inscrit dans une stratégie zéro déchet, zéro gaspillage, 100% récup, au point d'avoir inscrit ses valeurs en Assemblée Générale Extraordinaire dans ses statuts associatifs comme étant un élément que l'association s'appliquait à elle-même pour sa propre organisation, mais également une manière de transmettre et de sensibiliser le public qui venait au concert à l'ensemble de ces questions. Donc il nous paraissait naturel de proposer une journée sur ce thème en particulier. Et un collectif s'est mis en place, je dis rapidement, on aura l'occasion d'en reparler, qui travaille depuis l'automne à mutualiser ses énergies, ses informations, ses moyens, de manière à se faire mieux connaître sur l'ensemble de la ville. Eh allons-y, on va parler donc déchets, enfin réduction de déchets et évitement de déchets principalement. Dans un premier temps, on va rappeler juste la façon dont ça fonctionne localement dans le monde, l'univers des déchets et de l'évitement de déchets. Et on est surtout là pour présenter plusieurs personnes et structures arlésiennes ou des environs qui sont là pour contribuer à l'évitement de déchets sur le territoire. Mais l'objectif de cette rencontre, c'est surtout de créer du dialogue, de faire connaître les structures et de créer du dialogue avec les personnes qui viennent les rencontrer. Donc c'est surtout, on prévoit un grand temps de questions-réponses. Elles vont se présenter très rapidement et puis on attend après vos questions pour pouvoir dialoguer là-dessus. Mais avant de commencer, Catherine, je veux bien que tu nous rappelles, que tu nous expliques la consultation publique que vous avez faite en amont du festival. Oui, donc on a mené très très modestement une consultation de la population arlésienne. Cette consultation s'est déroulée d'avril à juin de cette année. Elle a été réalisée en divers lieux, les marchés paysans ou marchés normal d'Arles, les foyers du CCAS à Bariol et à Griffeuil, parce qu'il est important qu'on aille dans les quartiers populaires, les journées actes à Saint-Gilles, la foire aux plantes, et de même sur des panneaux fixes qui étaient installés dans des associations ou des structures comme Parade, Convivici ou Bocal & Co, et également sur les réseaux sociaux. La question qui a été posée, c'est Arles, territoire zéro déchet, zéro gaspille, 100% récup, on fait comment pour y arriver ? On a recueilli 150 contributions que j'ai essayé d'organiser et j'ai eu bien du mal parce que déjà il y a eu un peu de hors-sujet. Des contributions qui étaient de l'ordre de la dénonciation. Il ne faut pas faire ci, c'est pas bien, c'est pas beau, c'est pas joli. Et puis quelques injonctions contradictoires. Il faut couper les plantes, il ne faut pas les couper. Donc voilà. Et puis surtout, une confusion au niveau du terme entre objectif zéro déchet et collecte des déchets. C'est des choses qu'on doit bien pouvoir distinguer et c'est aussi l'objet de la discussion. Où ressortent des constats parfois assez sévères sur la collecte des déchets, sur les manques concernant le réseau des apports volontaires, leur placement, leur dimensionnement et la régularité des relèves. Cette confusion, à mon sens, souligne en creux un besoin d'information, de pédagogie, de connaissances, mais aussi l'envie des gens qui ont contribué de s'améliorer eux-mêmes et d'apporter individuellement leur petite pierre à l'édifice. Ce n'est pas parce que je ne veux pas, mais j'ai besoin d'être assuré que les efforts que moi, personnellement, vont être utiles et que derrière le geste que moi je vais faire, il y a une filière qui s'organise, qui est une filière de traitement de valorisation, de recyclage, de réemploi, mais qui soit une filière cohérente et performante. C'est ce que j'ai lu
mais vraiment filigrane, et il y a un côté subjectif dans ce que je vous livre ici. Parmi les sujets les plus récurrents, venait le compostage pour les particuliers et le compostage au niveau des habitats collectifs. Beaucoup de demandes concernant la consigne des bouteilles en verre, des réflexions sur tout ce qui peut être évitement à la source du déchet, qui s'adresse aux industriels notamment, sur le suremballage, et des petits clins d'œil qui sont faits sur toutes les propositions de vrac qui peuvent exister sur le territoire. Tout un secteur concerne le côté anti-gaspi, sur l'alimentation, sur l'eau, sur l'énergie. Et puis il y avait quelques réflexions sur l'anti-gaspi de nos impôts, pour que les choses qui soient mises en place soient réellement utiles. Un versant sur ce qui est éducation et civisme, qui fait aussi écho aux envies de faire soi-même, mais en reprochant à son voisin de ne pas le faire. On nous demande la mise en place d'ateliers de tri, de restauration, de réparation un peu partout sur la ville, ainsi que des systèmes de mutualisation qui se sont surtout exprimés sur la location de couches lavables, par exemple, et la mise en place de cabanes à livres d'échange un petit peu partout sur la cité. Un gros pan sur l'élimination drastique du plastique, et puis des choses sur la relocalisation de tout ce qui concerne le tri et tout ce qui va après le ramassage de votre poubelle. Voilà, un souhait que ça revienne et que ça soit traité sur la ville. Bon, alors il y a quand même je vois qu'il y a quand même des propositions un petit peu concrètes, et c'est tant mieux. Mais effectivement, quand j'entends que en premier abord, tu étais très perdu dans... Il y avait une confusion dans les suggestions des gens, alors que la question était assez claire. C'est ce qu'on observe beaucoup dans le mouvement Zero Waste, c'est que quand on parle des déchets aux gens, ils pensent tout de suite aux déchets visibles. C'est-à-dire la question des poubelles et du ramassage ou non-ramassage des poubelles, ou alors de la mauvaise collecte dans le mauvais camion, ou des déchets sauvages. Donc ça, ok, c'est la face visible des déchets. Mais ce pourquoi on est tous là rassemblés, c'est parce qu'on est là pour l'évitement des déchets. Ceux qui sont invisibles sont quand même très très impactants. Ne croyons pas que le principal impact environnemental des déchets, c'est ce qu'on voit qui traîne dans la rue. Pas du tout. Ce qui se passe derrière nos poubelles collectées, ça reste quand même finalement... alors je ne sais pas s'il faut dire glauque, parce qu'il y a quand même beaucoup d'efforts pour prendre tout ça en main et pour l'organiser. Mais donc, rappelons que nos poubelles noires, quand elles sont collectées, elles ont deux exutoires, hein, soit elles partent en enfouissement, soit elles partent en incinération. Alors on n'a pas le temps là de redéballer tous les impacts environnementaux de chacun de ces modes de traitement, mais l'incinération, on le sait très bien, qu'il y a des fumées qui partent avec des toxiques. Certains des toxiques sont retenus par des filtres dans les cheminées des usines, mais ces filtres-là se chargent de cendres, qui sont hautement toxiques et qui sont donc générées en relativement grande quantité dont on ne sait pas quoi faire. Donc après ces cendres-là, on va les enfouir parce que du coup on ne peut plus les rebrûler, ça ne rebrûle plus. Bon, donc on se retrouve avec des problématiques proches de celles du nucléaire. Il y a beaucoup d'autres résidus dans l'incinération. Les cendres c'est une chose, mais n'oublions pas que quand on incinère une tonne de déchets, on se retrouve avec 250-300 kg de ce qu'on appelle des mâches fer, c'est-à-dire de la matière qui ne brûle pas. Parce qu'à ce jour, dans nos poubelles noires, on met encore beaucoup de choses, dont beaucoup de choses qui ne brûlent pas. Donc on se retrouve avec quand même presque un tiers du poids qui est là, qui nous reste sur les bras, donc on ne sait pas quoi faire non plus. Donc on en fait des digues, des routes, on en met partout où on peut. Ils sont normalement triés selon les niveaux de toxicité. On a tous vu des documentaires avec des scandales comme quoi des mâches fer hautement toxiques étaient passées comme non toxiques parce qu'il fallait arriver à s'en débarrasser. Bon voilà, l'incinération on sait très bien que c'est pas rose. L'enfouissement c'est pas mieux non plus, puisqu'on creuse des grands trous, on met tout en mélange, on recouvre, on reboise. Et donc la France est remplie, quand on voit des beaux paysages, peut-être que en dessous ce sont simplement des trous rebouchés, maquillés de plantations. Il y a des centaines
d'anciennes décharges sous nos pieds dans les différents paysages. Aujourd'hui, on a, je crois, plus de 200 sites d'enfouissement qui sont en cours de remplissage, donc ouverts, à ciel ouvert en ce moment en France. Le centre d'enfouissement, c'est le nouveau nom des décharges, ce qu'on appelait nous les anciens des décharges autrefois. Et on a un peu plus de 125 incinérateurs voilà, en cours de fonctionnement. Donc tout ça n'est évidemment pas sans impact, même s'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour essayer de récupérer. Alors au niveau enfouissement, il y a aussi le fait que la matière se décompose, donc ça génère des liquides qui ont aussi de la toxicité, ça génère des gaz à effet de serre, bon bref. C'est pas rose, mais rappelons aussi que le recyclage ne l'est pas non plus, c'est vraiment important, c'est-à-dire que les industriels nous font toujours passer le recyclage comme ultra vertueux. Bien évidemment, une matière recyclée, c'est 1000 fois mieux qu'une matière incinérée ou enfouie, mais le recyclage, ça reste un process qui est hautement technologique. Donc ça veut dire que déjà, ça ne se passe pas au coin de la rue, ce n'est pas des artisans qui peuvent le faire. Donc il y a des transports, c'est déjà une première pollution. On arrive dans des sites industriels, on doit laver la matière, ça consomme de l'eau. On a des procédés de broyage, de fonte de la matière, etc. qui consomment beaucoup d'énergie. On travaille avec force ajout de produits chimiques, les pollutions qui vont avec, les consommations de ressources qui vont avec, etc. Donc, voilà. C'est pas illimité, voilà. On rajoute de la matière neuve quand même dans la plupart, dans la très grande majorité des cas, on est obligé de rajouter la matière neuve ou quand on utilise de la matière uniquement recyclée, on fait ce qu'on appelle du downcycling, c'est-à-dire une perte de qualité, donc on est obligé de faire des objets de plus en plus épais ou de plus en plus fragiles, etc. Donc on ne refait pas une nouvelle bouteille d'eau, par exemple, à partir d'une ancienne bouteille d'eau, ça c'est un mythe total. Donc bien penser au recyclage qui n'est pas une boucle fermée non plus, qui n'est pas une boucle à impact environnemental neutre, pas du tout. C'est pour ça qu'il reste très important dans notre société d'arriver à se passer du jetable, parce que quel que soit l'exutoire, que ce soit incinération, que ce soit enfouissement, ou que ce soit même le recyclage qui est présenté comme le sauveur, au final, l'impact environnemental est assez dramatique. Donc on milite ici beaucoup pour remplacer le jetable par du réemployable, et donc pour tout ce qui est la réutilisation et le réemploi, à ne pas confondre avec le recyclage. Pour ça, de toute façon, que l'on veuille réemployer les matières ou que l'on veuille les recycler, il y a une chose importante, c'est que la collecte se fasse de façon sélective. C'est-à-dire qu'il faut bien garder en tête que jamais, jamais personne, ni aucune machine, n'ouvre vos sacs noirs des poubelles. Les sacs jaunes où on met les emballages, oui, ils sont triés, ils partent dans un centre de tri, mais la poubelle noire, jamais, personne, nulle part, dans aucun pays, ne vous la trie. Donc tout ce que vous mettez dans la poubelle noire, c'est perdu à jamais et ça alimente ces systèmes néfastes, alors que pratiquement toutes les matières sont recyclables. Pas toutes, mais pratiquement toutes. Donc si vous jetez une chose dont vous voulez vraiment vous débarrasser, qui ne peut plus servir, qui n'est plus utilisable en réemploi, si vous voulez vraiment la jeter, il faut la jeter dans un circuit de collecte sélective, donc vraiment c'est les plastiques avec les plastiques, le bois avec le bois, ou enfin voilà, les objets électroniques avec les objets électroniques. C'est comme ça, par exemple, que sur le territoire, on épargne 120 tonnes de textiles, de déchets textiles chaque année, et on pourrait en épargner encore beaucoup plus. Parce que d'ailleurs, si on est sur les chiffres du territoire, alors un Français, en moyenne, jette à peu près 250 kg d'ordures ménagères, là je parle de la poubelle noire classique, par an, donc par personne, par Français. Ça c'est la moyenne nationale. Dans les Bouches-du-Rhône, donc 250 kg en France. Dans les Bouches-du-Rhône, on est à 360. À Arles et en Pays d'Arles, on est autour des 420. On n'est pas au double de la moyenne nationale, mais pas très loin. Et en revanche, sur les gisements de collecte sélective, donc le papier, le verre, le textile, etc., on a des chiffres variables, mais qui sont souvent assez proches de la moitié de la moyenne nationale. Je prends l'exemple du papier. En moyenne, on récupère 48 kg de papier par an par Français. Sur le Pays d'Arles, c'est 24, donc c'est la moitié. Donc voilà, il faut absolument accentuer ça, il faut un changement de paradigme. Alors là, on a envie de dire, c'est la faute des pouvoirs publics, ils ont qu'à organiser plus la collecte sélective. On veut juste rappeler, nous, le rôle des pouvoirs publics. Donc la collecte de nos déchets, que ce soit en mélange, les ordures ménagères ou sélectives, c'est le rôle de la communauté d'agglo. C'est pas le rôle de la ville, ce que beaucoup de gens confondent souvent. La communauté d'agglo, ici, c'est la CCM.
La ville, elle n'a pas vraiment le rôle de collecter les déchets, mais elle peut faciliter. On peut écrire à notre mairie, on peut la contacter et lui demander de faciliter la distribution des sacs jaunes, de changer le règlement de son marché pour qu'il y ait une collecte sélective en fin de marché, de mettre sur les conventions d'occupation des sols quand il y a des festivals, des férias, etc., que le jetable est interdit. Enfin, elle peut faire plein de choses, elle ne s'occupe pas du traitement des déchets. Mais de toute façon, ce qu'on constate, c'est que souvent les citoyens ne font pas en disant c'est au pouvoir public de faire, les pouvoirs publics ne font pas en disant les citoyens ne font pas assez. Donc maintenant, pour un changement de paradigme, rappelons que chacun doit faire sa part. Et là, ici, on a pas mal de citoyens qui viennent sur des initiatives personnelles ou collectives porter des projets qu'ils portent, alors certains bénévolement, d'autres dans le cadre d'associations. Et tout ça arrive à se dynamiser sur le territoire grâce aux rencontres collectives. Peut-être que Lauriane, tu peux nous parler de cette façon de mutualiser, de se mobiliser ensemble. Oui. Bonjour, donc je suis Lauriane André, je suis coordinatrice de Parade, qui est un tiers-lieu à la Roquette. Avec les autres tiers-lieux et lieux collectifs de la ville, on se retrouve une fois par mois. Donc avec l'Angerie, avec Pop, avec la Verrerie, avec Convivencia, avec, je vais en oublier, c'est certain, l'Archipel. Ça, c'est vraiment le noyau dur. Après, il y en a d'autres. En tout, on est 10. On se retrouve dans des valeurs communes qui sont donc le collectif, que ce soit dans la gouvernance ou les actions, dans le fait qu'on soit des lieux de rencontre, donc de ressources, de formation, de sensibilisation et lieux d'expérimentation. Donc c'est dans ce cadre-là que nous, à Parade, on a accueilli un événement qui a un peu changé le cours de notre journée aujourd'hui. Et c'est Ralil qui va nous raconter. Bonjour tout le monde. Donc effectivement, Parade avait organisé une rencontre autour du zéro déchet, et à cette occasion, plusieurs acteurs de la ville, voilà, plusieurs associations, entreprises et autres se sont retrouvés autour d'une table à discuter, et plusieurs constats ont été faits ce jour-là. Le premier d'entre eux, c'est que justement on ne le faisait pas assez de se rencontrer, de discuter, etc. Et ensuite, dans les bonnes surprises, il y a quand même le fait qu'il y ait beaucoup d'initiatives à Arles. En fait, on est riche d'une diversité d'acteurs et d'une complémentarité en fait entre ces acteurs qui est quand même intéressante pour répondre à toutes les problématiques du quotidien que vous pouvez rencontrer, que nous rencontrons. Voilà. Et alors dans les constats qui sont faits de cette rencontre, il y a aussi le fait que justement beaucoup de ces acteurs, beaucoup de ces structures sont des petites structures qui ont peu de moyens financiers, peu de moyens humains, et donc pas forcément les épaules pour communiquer clairement, bien, être connus, être reconnus. Voilà. Et, mais par contre, toutes ces structures ont en commun quand même l'idée, et on est là pour ça aussi, de vouloir donner envie à tout le monde, aux Arlésiens, d'agir, voilà, de passer à l'action, voilà, de se motiver et de ne pas céder à un certain discours de on va tous crever, on ne peut rien faire. Voilà, j'y vais vite, mais c'est pour simplifier. Et donc pour arriver à agir, on s'est dit que une des priorités, c'est quand même de créer de la cohérence, c'est ce que disait Catherine au début, je crois. Et pour ça, il faut une vision d'ensemble. Il faut être capable de voir ce qui existe et de relier les points. Je me rappelle de cette réunion, on avait fait celle qui est à l'origine de l'Arlonzi, dont nous avons parlé aujourd'hui. Il y avait eu cet exemple de la piste cyclable. Si vous avez des morceaux de piste cyclable pas connectés les uns aux autres, vous ne prenez pas votre vélo. Parce que si vous traversez une 4 voies et faire 3 ronds-points dangereux, vous prenez la bagnole. Par contre, si vous commencez à relier les points et que tout ça commence à faire sens et vous savez comment aller de A à B et que voilà, vous commencez à comprendre à quoi ça sert et que ça sert à quelque chose et que tous ces morceaux de piste cyclable vont bien quelque part, vous prenez votre vélo. Il y en a qui pourront en parler mieux que moi. Mais en tout cas, donc il faut relier tous ces éléments et ne pas penser qu'en fait, la plupart des gens voient souvent un morceau, un élément, connaissent une ou deux structures, une ou deux associations, et nous on le voit de Kikasi Kikasa par exemple, dont je suis un des fondateurs. On vient nous demander est-ce que vous pouvez réparer des vélos, et je
je pense que Convivici c'est beaucoup mieux placé. Est-ce que vous savez ce que je peux faire de mes déchets? Et petit à petit sera, enfin, pour la partie compost, peut-être plus pertinente. Et en fait, il y a une méconnaissance comme ça, en fait, de tout le panorama, de tout l'éventail des solutions qui existent. Et aujourd'hui, une des meilleures façons de motiver les gens et de vous motiver, de passer à l'action et que nous aussi, on sache quoi faire, c'est quand même d'avoir cette vision d'ensemble et d'avoir en un seul point centralisé toutes ces informations. Et bon, bah, avant de faire ça, il a fallu commencer déjà aussi par nous rencontrer, nous discuter, et donc un peu balayer dans notre porte avant de dire qu'il faut connaître les autres, il faut déjà nous connaître nous. Donc c'est ce qu'on a fait, on a travaillé ensemble et on a créé la carte que vous voyez derrière vous là, ou que Jean vous tend, le petit dépliant, voilà, qui réunit donc actuellement 37 structures, 37 voilà, associations, etc. Autour de valeurs communes. Et ces valeurs, en fait, je dirais plus que ce sont des leviers d'action que des valeurs. C'est les règles un peu de Zero Waste, justement, c'est les R, ce qu'ils appellent les R, puisque vous avez refusé déjà tout ce qui est jetable, ce qui a déjà été évoqué. Vous avez l'idée aussi de réduire la consommation, et surtout la surconsommation de biens inutiles. L'idée de réutiliser, de réparer. Vous avez l'idée aussi de recycler quand même ce qui ne peut pas être évité d'être consommé, mais voilà, si vous pouvez réutiliser, c'est mieux que recycler, mais in fine, si vous n'avez pas le choix, c'est quand même mieux de recycler que de tout brûler. Et puis il y a le rendre à la terre et composter, voilà. Moi j'ai... Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Donc il y a 37 adresses qui sont là et je vous invite à les consulter. Alors tu as dit que tu es un des fondateurs de Kikasi Kikasa. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Kikasi Kikasa? L'interro surprise direct. Alors, Kikasi Kikasa, donc nous on est une association qui a créé une bibliothèque d'objets à Arles. Alors on a fonctionné à peu près 2 ans là. L'idée c'est que sur le réemploi justement, sur éviter de consommer, on le fait déjà en fait pour les bouquins, on est habitué à ça, tout le monde n'achète pas un livre à chaque fois qu'il a besoin d'en lire un. C'est bien plus pratique en fait d'aller en emprunter un à la bibliothèque et de le ramener, et ça évite de couper des arbres pour rien. Donc pourquoi pas le faire pour tout le reste? Parce qu'il y a beaucoup d'objets qu'on utilise en fait 1-2 fois. Un des chiffres clés qui est donné à ce sujet, c'est les perceuses. Les perceuses, il y a une étude qui montre que c'est, enfin plusieurs études, il y en a une qui dit 10 minutes, une qui dit 13. En moyenne, avant d'être jetée, elle fonctionne 10 à 13 minutes. Voilà. Une perceuse, vous l'achetez, elle fonctionne 10 minutes et on la balance. Parce que vous faites 3 trous avec et c'est fini. Voilà. Donc au final, nous on répond à ça, on répond au fait que on achète beaucoup de choses qui servent au final rarement. Et on a d'autres projets aussi, notamment des ateliers de réparation, mais ça je laisserai notre partenaire en discuter, Zéro Déchet. Voilà, Zéro Déchet Pays d'Arles, avec qui nous travaillons sur des ateliers de répar café, il y en a un derrière vous. Voilà. Zéro Déchet Pays d'Arles, alors racontez-nous ce que vous faites. Bonjour, alors je m'appelle Marie, je suis une des membres de Zéro Déchet Pays d'Arles. Je colle plus, ok. Je suis une des membres de Zéro Déchet Pays d'Arles et on est une association qui sensibilise, historiquement qui s'est créée en 2018, qui sensibilise et dont le leitmotiv c'est d'essayer de diminuer la création de déchets par de multiples modalités, par de la sensibilisation aux 5R, les formes que peut prendre l'association peuvent être multiples, et depuis 1 an, notre équipe elle s'est pas mal focalisée sur un projet de répar café en association avec Kikasi Kikasa, avec l'idée de proposer, actuellement on doit être une fréquence à peu près de 1 tous les 2 mois, des ateliers sur inscription préalable ou en passage spontané comme on a pu avoir aujourd'hui, une alternative sur Arles pour pouvoir réparer son objet plutôt que jeter. Ce qui en fait sur Arles il y a beaucoup de lieux de réemploi, mais il y avait eu un début d'offre associative de proposition de réparation en association avant le Covid qui s'était un peu atténué et qu'on a relancé depuis 1 an, et depuis avril on en a fait 3 et il y en a un ici
déroule en ce moment. Et voilà, ça fait partie des options possibles aux Arlésiens et Arlésiennes ou aux membres du territoire quand on a un objet, de le laisser dans un coin de placard en se disant bah, j'attends le prochain répar café et je vais voir si je peux essayer de le réparer avec des réparateurs, réparatrices bénévoles. Donc vous avez prévu d'en organiser régulièrement? Alors cette année c'est autour d'événements. On vient de faire ici, on a la fête des associations le 17 septembre où on aura un atelier. On va probablement en avoir un, toutes les dates n'ont pas encore été placées, on va probablement en avoir un en octobre, novembre, et aussi de manière qui commence à se synthétiser, un événement en fin d'année autour justement d'une période assez faste de la consommation et aussi du déchet qui sont les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël, et autour du jouet, de la réparation de jouets. Je ne sais pas si on m'a bien entendu, je ne suis pas très habituée d'avoir des micros. Le micro se balade encore de passe-le à ta droite, oui, parce que si on est dans la réparation, on va parler réparation de vélo en même temps. Bonjour, donc moi je viens ici au nom de Convivialité Bicyclette, qui vient de fêter ses 10 ans. C'est une association qui a quand même 500 adhérents maintenant. Donc ils proposent la récupération et la réparation de vélos. Donc si vous avez des vieux vélos qui dorment dans vos cartes de garage, etc., nous vous invitons à les donner et encore mieux surtout à les réparer et à faire du vélo. Parce qu'on peut avoir laissé son vélo, on ne sait plus en faire, on n'ose plus, on ne sait plus comment. Donc on n'a plus les pièces. Et voilà. Donc grâce au stock de vélos qui nous sont donnés, nous réparons les vélos avec des pièces anciennes. Donc l'idée c'est de remettre en service les vélos qui ont un certain âge, et toujours. Ou on désosse, donc ça on fait du tri également, de la ferraille, les pneus deviennent des cabas, d'autres accessoires. Je dirais que faire du vélo, ça vous permettra de vous rendre dans tous ces lieux-là où vous pourrez réparer votre matériel, acheter en vrac, voilà, vous habiller en fripe, etc. Mais également prendre l'air et faire du sport, c'est partie des recommandations de l'OMS et autres. Ça développe aussi une agilité sur les territoires, on voit mieux la nature, on sent le chaud, on sent le froid, on sent la route, les graviers, le bitume, etc. C'est pas pareil sous les roues d'un vélo que dans une voiture. Ça permet les échanges aussi, vous souriez quand vous croisez des cyclistes. Donc le vélo est un outil extraordinaire de convivialité. Et d'ailleurs, Convivialité organise régulièrement des balades pour lesquelles nous avons besoin de bénévoles également pour la réparation. Et ces balades peuvent vous permettre aussi de retrouver confiance et on peut faire des tours en ville aussi pour réapprendre comment on va d'un point A à un point B sans passer par les rues trop encombrées. Et idéalement, quand nous sommes en vélo, nous cherchons des accroches vélos. Il en manque un peu sur la ville, je ne sais pas si c'est maintenant qu'on dit. Et si possible, ergonomique, parce que les machins pointus, ça fait très mal, alors qu'il existe des jolies choses rondes dans d'autres pays, et sûrement en France aussi. Nous avons également besoin que les carrés verts au niveau des feux soient repeints pour que les vélos puissent démarrer avant les véhicules. Ça évite en fait de prendre les vapeurs d'essence. Et nous aimerions aussi également que les collectivités fassent une sensibilisation via leurs médias, le journal d'Arles, etc., aux voitures qui nous dépassent. Oui, les conducteurs peuvent doubler en coupant une ligne blanche. C'est tout à fait autorisé. Pour doubler un vélo, c'est 1 mètre en ville, 1,50 m en campagne. Et pour doubler un vélo, on ralentit, on ne double pas à fond la caisse. Ça fait peur au vélo, ça crée un appel d'air, c'est très désagréable. Et on ne klaxonne pas un vélo qui cherche un cycliste qui cherche un peu sa route, qui peine dans la montée, qui a un peu de mal à redémarrer. Voilà. Et surtout, on fait attention quand on ouvre sa portière. Il est maintenant recommandé par les écoles d'apprentissage de conduite de se retourner pour ouvrir sa portière. De se retourner pour ouvrir sa portière, ce qui permet de voir derrière s'il y a un vélo, un piéton, une poussette. Et voilà. Si vous ouvrez votre portière avec votre main gauche, là, comme ça,
vous renversez. Alors pour tous ces bons conseils, vous avez un stand, c'est ça? L'association Convivici est à l'entrée? Nous avons un stand à l'entrée, vous pouvez prendre une adhésion, c'est 15 € l'adhésion, c'est 35 avec la réparation. Et on est toujours très content de parler vélo, pignon, plateau, pneus, et balade. On n'a que des pros de la réparation là. Et alors dans un autre domaine, et qui contribue largement autant à l'évitement de déchets, j'en ai même pas parlé, alors je te laisse faire. Je me présente, Marie Granier, je travaille pour l'association Petit à Petit sur le projet Humus, qui a pour objectif de développer sur le Pays d'Arles le compostage de proximité. C'est-à-dire qu'on va prendre en charge, enfin on va... les déchets qui vont être concernés sont en fait des restes alimentaires, restes de préparation, restes de repas, éventuellement les déchets du jardin. On va donc arrêter d'appeler déchets, les sortir des poubelles, gagner à peu près un tiers du poids de ce qu'on jette, pour les faire entrer dans un processus qui ne fait que reproduire ce que sait faire la nature en conditions contrôlées, pour produire une matière organique qui est bénéfique pour les sols, en particulier en région méditerranéenne où les sols sont assez malmenés par les conditions climatiques et les pratiques humaines, on va dire. Donc pour atteindre ces objectifs, en fait, on ne s'adresse pas directement aux particuliers. C'est peut-être un petit peu la différence aujourd'hui par rapport aux autres acteurs qui sont là, puisqu'on peut composter au fond de son jardin, mais ça c'est la communauté d'agglomération qui se charge de distribuer des composteurs aux habitants. On est sur des projets à l'échelle un tout petit peu plus au-dessus. Donc en proximité stricte, il y a deux façons de travailler. On peut avoir, pour des gens qui n'ont pas de jardin, des composteurs collectifs ou composteurs partagés. Donc là, on va travailler à l'installation de sites et puis à la formation des habitants au tri, à la gestion des composteurs vers une pratique en fait autonome des habitants et totalement résiliente. Le même principe peut être appliqué dans des établissements, donc établissements scolaires, autres établissements publics, entreprises, à partir du moment où il y a de la restauration qui se fait sur place et des espaces extérieurs qui sont disponibles. Donc là, on est sur des projets en accompagnement qui vont permettre de traiter les choses sur place. Le dernier axe de travail, c'est une filière de territoire. Donc là, on travaille avec d'autres opérateurs que sont Taco & Co, la régie de quartier Regard, l'exploitation agricole Le Champ des Oiseaux, sur un circuit de collecte de proximité des professionnels de couche du centre-ville d'Arles. Donc on reste sur les mêmes méthodes de pratique du compostage traditionnel, mais avec une collecte courte et une valorisation de quantité plus importante. Nos missions, du coup, nos prestations s'adressent à la fois à des collectivités, ce pourquoi notre action peut être favorisée par, on va dire, un engagement politique vers la valorisation des biodéchets, sachant que vous avez dû commencer à entendre que début 2024, l'ensemble des collectivités françaises devaient permettre à leurs citoyens de pouvoir composter. Bon, on n'y est pas ici, il y a pas mal d'endroits où on n'y sera pas, mais en tout cas la direction est donnée. Donc voilà, on peut s'adresser à la fois à des collectivités ou à des structures privées qui soit transforment, soit produisent des repas sur les sites. Un grand facilitateur du tri des biodéchets, enfin, la collecte séparée des biodéchets pour des particuliers et des professionnels. Et donc c'est complètement complémentaire avec la collecte pour des... Enfin bon, c'est toi qui vas expliquer. Voilà, pour éviter le jetable dans l'alimentaire aussi. On a parlé de comment se déplacer, de comment réemployer les perceuses. Moi, je vais vous parler d'un moment qui se passe et qui vous concerne tous, c'est quand est-ce que vous mangez. Ça peut vous arriver 3 fois par jour en moyenne. Et il vous arrive de manger dans des restaurants, des commerces et parfois de prendre à emporter. Alors ce contenant à emporter, jusqu'ici, il a beaucoup été en plastique. Et on s'est dit à Millevies, c'est l'association dans laquelle je suis bénévole, qu'on allait créer un petit projet afin de proposer des contenants réutilisables.
Alors pas que pour ces restaurants d'ailleurs, ça peut concerner les restaurants scolaires ou les entreprises ou les événements, comme ici. Vous remarquerez qu'à Convivencia, il n'y a pas de gobelet jetable, il n'y a pas d'assiette jetable, il n'y a pas de couvert jetable. Bon, et ben c'est le même principe, c'est comment on met en réseau des contenants et comment on les réutilise le maximum de fois. Ce projet, il s'appelle de manière un petit peu rigolote Dinet, et je vous invite à le tester parce que en général c'est des commerçants assez engagés, donc vous retrouvez aussi des bonnes choses dans vos assiettes. Et c'est marrant, mais c'est aussi des gens qui compostent en général et qui font appel à Humus. Et vous en avez à Arles et à Marseille, puisqu'on a créé un réseau là-bas. Je voudrais particulièrement saluer deux restos qui, depuis le début, ont fonctionné comme ça. Je vous invite à aller au Petit Arles, rue de la République. Et puis il y a aussi Hit Parade qui, dès sa création, a fait appel à la consigne. Donc voilà, c'est des contenants consignés. La valeur, on a plein de formats. Et la valeur, c'est tout le temps 3 €. Alors ça peut paraître haut. Aujourd'hui, en 2023, on se rend compte que c'est trop peu, parce que les gens veulent les garder. Mais le but, c'est bien de... C'est des Tupperware, hein, tout simplement, mais en verre. Puisque nous ne croyons pas que le plastique puisse fonctionner avec l'alimentaire, surtout avec le chaud. Pour en discuter plus en profondeur de cette petite parenthèse, vous pouvez nous retrouver à l'atelier de recyclage plastique juste derrière pour vous expliquer pourquoi il ne faut pas manger dans du plastique. Voilà. Catherine, est-ce que je parle de... C'est toi qui enchaînes? Voilà. Bon, ben Catherine va vous parler de pourquoi il n'y a rien à jeter quand on boit un coup ou on mange ici à Convivencia. Dinet, donc c'est pour les repas de caractère individuel. La vaissellerie est un collectif de plusieurs associations qui s'est structuré l'an dernier et qui propose de la location du prêt de vaisselle pour des événements repas, des anniversaires pour les enfants, des départs à la retraite ou des événements festifs comme le festival Convivencia ou comme Jazz à Saint-Rémy ou comme les rencontres photos pour la cantine des gens qui ont accroché les expos. Donc c'est des assiettes, des couverts, des éco-cups, des pichets, etc. En prêt pas cher. Économique, éco-responsable, simple d'utilisation et c'est autant d'assiettes jetables, c'est interdit maintenant, de verres jetables, etc. que vous achetez pour les jeter, ce qui est complètement ridicule. Là, on emprunte, on redonne, on lave, on redonne et ça sert à quelqu'un d'autre et ça tourne de cette manière. Dans cet esprit, puisqu'on est un peu sur les mêmes trajectoires, Dinet et Vaissellerie vont se rapprocher encore plus. Donc, grâce à Dinet et Vaissellerie, on peut manger sans jetable. Et puis on peut aussi, alors je crois, s'habiller en générant encore moins de déchets. Oui, alors tout à l'heure j'en ai pas parlé, mais effectivement on a encore comme colocataire Mathilde qui est là-bas cachée. Coucou Mathilde, qui donc a créé le dressing collectif. Dressing collectif, c'est un peu comme la bibliothèque d'objets en partie. Hein. L'idée c'est qu'on peut faire autre chose qu'acheter parfois, et donc le dressing vous propose aussi de troquer ou d'emprunter des vêtements. L'idée c'est de résoudre un petit problème de gâchis. Hein. On produit 53 millions de tonnes, je crois que c'est ça, de production de vêtements par an, et on en jette les 3 quarts. Donc voilà, il y a un camion chaque seconde qui part à la déchette. Et donc l'idée c'est donc de réduire les déchets, mais c'est aussi d'agir sur l'idée de faire aimer les vêtements qu'on porte tout simplement, parce qu'en fait quand on les aime vraiment on les jette pas. On les répare, on revient sur nos R, on les réutilise, on les troque éventuellement, c'est pas un R mais pas loin. Et voilà, donc Dressing agit aussi sur ce point-là, et d'ailleurs Dressing se fournit en partie auprès de la ressourcerie, qui est un autre acteur du territoire qui gère
plus de 10 tonnes de textiles par mois, voilà, qui les valorise, qui aussi s'occupe de la collecte d'encombrants et de ramasser des dépôts sauvages. C'est aussi un acteur qu'on peut saluer sur le territoire, la ressourcerie. Voilà. Bon, ça me fait vraiment plein de pistes pour consommer de façon plus vertueuse, on va dire, par rapport à la question des déchets. On pourrait en parler plus, mais peut-être choisir ce qu'on va dire, parce qu'on a une heure limite ponctuelle, puisqu'on a un super concert juste derrière. Mais on a encore une demi-heure devant nous, donc plutôt répondre aux questions que vous avez les uns et les autres. Donc on va passer le micro et répondre à vos questions. On s'était donné comme règle, quand on a préparé la rencontre, de prendre trois questions d'un coup et puis de répondre collectivement au paquet de 3 questions. Alors j'aurais 2 questions. J'en aurais une par rapport aux réutilisables, parce qu'il y a des commerces chez qui on commande et qu'on peut aller avec ses propres produits en verre pour se servir, et d'autres où c'est pas possible, parce qu'ils ne veulent pas ou parce qu'ils n'ont pas le droit à cause des consignes, des règles européennes. Je pense aux boucheries en particulier. Et un autre problème qui s'est rencontré récemment, qui n'existait pas il y a un mois, quand on achète son huile d'olive en vrac, on va avec la bouteille que nous a vendue la première fois le marchand et il la remplit à une pompe à l'huile. Et ça, c'est interdit depuis très peu de temps par l'Europe. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut faire? Pour ces 2 questions. Alors on va prendre la question suivante. Laurine, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu veux venir répondre à la question de monsieur? En attendant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais lui répéter la question peut-être. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour la première Allez-y, des questions, vous n'êtes pas. Bien sûr qu'il y en a 3000 à la tête de chacun sur un problème fondamental comme ça. Donc c'est le moment d'y aller, de tout balancer parce que c'est fondamental, c'est vital. Allez, on attend, vous attend. Bonsoir. Si j'ai bien compris la première intervention, je voulais savoir pourquoi l'Arlésien moyen met dans ses poubelles 2 fois plus que le citoyen lambda en France. Pourquoi le double? Alors, il faudrait poser la question, je pense, aux collectivités qui sont en charge de la prévention et de la collecte des déchets et de leur traitement. Les collectivités répondent souvent oui, c'est un territoire touristique, donc c'est plus difficile à organiser. Nous pensons dans le mouvement Zero Waste que la plupart des touristes qui viennent souvent pour de la culture et pas pour se défoncer comme dans certaines zones, sont tout à fait responsables et ont l'habitude de se comporter avec le tri sélectif et nous demandent même pourquoi il n'y a pas plus de corbeilles de tri sélectif dans la rue, etc. C'est une question globale à laquelle je ne sais pas si quelqu'un a un élément de réponse concret, mais... je vais signaler quand même que les responsables des services techniques et les élus de la ville, de l'agglo et les élus concernés de l'ensemble du pays d'Arles étaient invités à être présents aussi aujourd'hui et je n'ai reconnu personne. Et y a-t-il dans l'assistance quelqu'un qui travaille pour la municipalité ou l'agglo avec un lien plus ou moins proche avec la thématique des déchets? Voilà, ça répond peut-être un peu à la question. Alors, est-ce que Laurine répond à monsieur ou est-ce que je le fais? Bah bien, hein. C'est Mickey qui s'y colle. Okay. Pour répondre à la première question, c'est une réponse à étage. Alors on va commencer avec celle du boucher. Ça c'est un petit peu à la bonne volonté du boucher. Donc il faut peut-être choisir ses commerçants voilà. Et donc chez Mergrand apparemment, c'est accepté. En revanche, si vous allez chez un restaurateur et qui refuse de vous mettre dans ce contenant, ça il n'a pas le droit. En général, ce qui est cité comme étant la loi, c'est souvent plutôt des cahiers de recommandations professionnelles. Le fait de tout cellophaner dans une cuisine derrière la cuisine n'a rien à voir avec la loi. Il n'y a pas écrit cellophane dans la loi. Ça, c'est la première partie. Pour la réponse sur l'huile d'olive, je pense que c'est une réponse à étage. La première, c'est que, par exemple, dans le vrac, à Boccalenco, c'est un peu dans un flou juridique, donc on peut remplir sa bouteille.
Mais la réponse un petit peu globale qu'on pourrait apporter à comment on peut fonctionner sur remplir une bouteille d'huile d'olive, c'est à travers la consigne. Là, je vais citer un projet copain qui s'appelle l'Incassable, qui est basé à Marseille, mais il y en a partout dans d'autres villes. C'est la consigne, le retour de la consigne de la bouteille en verre. Et eux, leur métier, c'est d'être garant de la collecte, de la distribution, du choix de contenants communs et de l'hygiène. Et donc, si eux, ils fournissent aux marchands d'huile d'olive des bouteilles propres et que c'est lui qui les remplit lui-même, une fois que vous arrivez avec votre bouteille vide, vous échangez contre une bouteille pleine et propre. Ça, c'est un petit peu la double réponse. Et je pense que, en fait, là, c'est en train d'avancer. Tous ces acteurs-là qui font de la consigne viennent de se rassembler sous le nom France Consigne. C'est des petits acteurs qui sont en train de devenir gros avec des grosses laveries de bouteilles. C'est très spécifique comme machine de lavage. Ça avance, ce sujet avance. Donc aujourd'hui, on trouve des couacs. Mais l'idée, c'est d'aller négocier avec chacun de ces commerçants. Parce que de toute façon, dans le futur, ils n'auront pas trop le choix que de faire en réemployable. Voilà. J'espère apporter réponse à cette question intéressante. C'était apparemment une nouvelle norme européenne depuis peu pour l'huile d'olive qu'on amène sa bouteille et qu'ils la remplissent eux-mêmes. Alors, par rapport à ça, en fait, il y a un peu un flou. On peut répéter la question, s'il vous plaît. Alors, c'était concernant une nouvelle norme européenne qui interdit le remplissage de l'huile d'olive comme ça, au robinet. Alors, donc je suis Laurine du magasin, enfin de l'épicerie vrac Bocal & Co. Donc, au magasin, en fait, il y a un peu un flou juridique autour de l'huile d'olive, mais effectivement, c'est régi par des lois européennes et c'est un des seuls produits qui ne peut pas être vendu en vrac et en fait servi en libre service par le consommateur. Donc, en fait, pour l'huile d'olive, on a un numéro d'agrément et donc à Bocal & Co, je suis officiellement la seule personne qui suis autorisée, en fait, habilitée à servir de l'huile d'olive. En fait, il y a eu vraiment des gros problèmes en termes de fraude. Et en fait, chaque bouteille qu'on remplit doit être scellée, entre guillemets, avec en fait un autocollant qui justifie en fait de l'origine de votre huile d'olive et qui certifie en fait qu'il n'y a pas eu de mélange d'origine, parce qu'il y a eu de grosses fraudes en fait autour de ça. Voilà. Merci. Et moi, je voudrais quand même apporter un complément d'information sur la première question. Il y a la loi AGEC, donc AGEC, ça veut dire anti-gaspillage et pour l'économie circulaire, qui disait qu'un commerçant n'a pas le droit de vous refuser, lorsque vous venez avec votre propre contenant, il n'a pas le droit de vous refuser de vous servir dans votre propre contenant, tant que le contenant est dans un état décent, on va dire, d'hygiène, voilà. Et c'est là qu'il y a un petit flou, c'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent vouloir se protéger beaucoup en se disant je veux être sûr qu'on ne m'accusera pas d'une intoxication alimentaire si jamais ça a l'air propre visuellement mais que ça ne l'est pas. Et pour ça, la loi AGEC protège le consommateur puisqu'elle a elle a dit qu'elle a déchargé les commerçants de leurs responsabilités, c'est-à-dire qu'en cas de problème d'hygiène, s'ils nous ont servi dans un contenant qui visiblement avait l'air bien, eh bien ils ne sont pas responsables. Donc on peut leur rétorquer ça, on peut leur dire que c'est une obligation, même les chaînes de grande surface s'y sont mises maintenant. Quand on va au rayon fromage ou poissonnerie de je ne sais quel supermarché, moi j'y vais pas mais il paraît, il y a de plus en plus des petits mots ou des gens qui réagissent bien en disant oui c'est ok, on l'accepte. S'ils l'acceptent, c'est parce que leur direction leur a dit oui à donner des changements de consignes. Et si la direction a donné des changements de consignes, c'est bien parce que c'est passé dans la loi que maintenant, ils n'ont pas le droit normalement de le refuser. Alors, on avait un autre lot de questions. Oui, bonjour. J'ai une question au sujet du compostage et du compostage collectif. Je voulais savoir comment se passe le compostage collectif sur la durée, c'est-à-dire au début ça marche bien, et puis après comment ça se poursuit. Est-ce qu'il n'y a pas, voilà, est-ce que c'est vraiment bien suivi, bien pris en charge par les gens pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, etc. Et est-ce que ça ne sert pas aussi de décharge à tout venant pour tout le monde? Est-ce que ce n'est pas un des soucis du compostage collectif? Une autre question?
Là, c'est mon autre casquette, je suis enseignant. Dans les lycées, on fait de la formation développement durable avec les élèves, dans le lycée Montmajour. On trie le papier à l'intérieur de l'établissement. Par contre, la région ne fait pas le ramassage du tri du papier. Dans les collèges, j'ai appris que c'était pareil. Dans les écoles primaires, c'est la même chose. Et tout ce papier finit à brûler, etc. Donc là, c'est un constat. C'est un constat. Alors, comment agir sur ces trois acteurs, selon le niveau, donc mairie, et, pour les écoles, collèges, départements, et la région pour les lycées. Apparemment, il n'y a pas d'autres là-bas. Oui, concernant le vrac alimentaire, j'ai l'impression que finalement, c'est faire acte un peu militant parce que j'ai remarqué que ça me coûtait plus cher d'acheter en vrac que d'acheter conditionné. Donc voilà, je voudrais voir un peu cet aspect économique. Voilà, merci. Donc je vous réponds à la question sur la durabilité, on va dire, ou pérennité du compostage de proximité. De façon un peu théorique, parce qu'à Arles, en fait, on a un site de compostage partagé qui existe depuis 2019, donc 4 ans. Sur le quartier de la Roquette, on va nous dire qu'il est peut-être différent des autres ou qu'il a des choses de particulières. L'intérêt des habitants ne faiblit pas. En fait, on a même plutôt l'impression que c'est un peu comme le verre, quand on s'est habitué à aller au récup, en fait, se retrouver obligé de mettre des épluchures dans la poubelle, c'est, on va pas dire un crève-cœur, mais en tout cas, c'est un geste qui devient difficile. L'adhésion ou le bon fonctionnement des sites, ça va dépendre de la façon dont ils sont gérés et accompagnés. Sur ce site-là, en l'occurrence, on n'est pas en accès libre. On travaille avec une liste de foyers participants, qui sont plusieurs dizaines, et le bac où les déchets sont déposés est équipé d'un cadenas à code. Donc les gens qui viennent déposer, on maîtrise à la fois la quantité et la qualité. C'est-à-dire qu'on les a rencontrés, qu'ils sont formés, etc. Alors ça n'empêche personne de divulguer le code, mais dans l'idée d'une maîtrise des éventuels problèmes, à la fois être débordé ou recevoir des choses qui ne pouvaient pas se composter, c'est la solution qu'on a retenue et qui est assez régulièrement retenue en fait. L'accès libre, tant que ces pratiques-là ne se seront pas davantage développées et démocratisées, c'est quand même sensible. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un site de compostage partagé s'appuie sur ce qu'on appelle des référents de site, c'est-à-dire parmi les participants, des personnes volontaires qui sont un petit peu plus formées justement aux techniques, au fonctionnement, etc. et qui de façon volontaire sont là pour apporter de l'information aux autres et assurer une supervision et un petit suivi de ce qui se passe. Ce qui peut arriver, c'est qu'il y ait un essoufflement de ces gens-là ou qu'ils soient amenés vers d'autres horizons, déménager ou ne plus pouvoir intervenir, etc. C'est un des points de vigilance qu'il faut avoir sur les sites de compostage, c'est-à-dire qu'il y ait bien ce renouvellement de référents de site pour que les énergies ne s'épuisent pas. Ce qu'on peut observer, alors pas ici, mais ce qu'on a plus souvent entendu, en fait, les dérives qu'il peut y avoir dans le temps, c'est éventuellement un abandon progressif de l'utilisation d'un site. Plutôt des gens qui vont déménager, ne plus habiter, sans forcément être remplacés par d'autres qui viennent participer. Des cas de décharge, comme vous disiez, ou de dépotoir, etc. Bon, j'en ai jamais trop entendu parler en fait. Donc c'est vrai que ça peut faire partie des craintes par rapport à l'occupation de l'espace public, mais pas forcément les plus fondées. Les papiers, oui, mais les papiers, on ne sait pas quoi dire. Sur le papier, Laurine est là pour le vrac? Oui. Alors pour le vrac, je suis étonnée,
par votre remarque, parce que personnellement, à chaque fois que je passe à la caisse de chez Laurine, quand je vois l'addition, les premières fois, je disais à chaque fois, mais tu t'es trompé, t'as pas tout compté, parce que je trouvais ça extrêmement bas par rapport à ce que j'achète quand je vais dans un magasin non vrac. Bon, mais ça, c'est un avis très subjectif. Donc, je lui ai demandé si elle avait des éléments de réponse un peu plus objectifs. Il se trouve qu'elle en a, ça tombe bien. Alors, en fait, nous, on fait régulièrement, à peu près 2 à 3 fois par an, des comparatifs, en fait, justement pour savoir où se placer par rapport aux autres magasins. Et en fait, il se trouve qu'à chaque fois, à panier égal, en fait, par rapport, on prend les prix au kilo, en fait, entre donc de l'emballé en supermarché, de l'emballé bio, et ce que nous on propose en magasin. Et il se trouve que, au final, c'est notre panier qui est le moins cher, voilà. Non, mais c'est que vous êtes victime de la tentation parce que c'est tellement bon. Je voudrais juste préciser qu'il y a un acteur mentionné qui est assez nouveau sur la carte, c'est le projet VRAC, le point numéro 8, qui est porté par le Centre permanent d'initiative pour l'environnement et qui propose de façon ponctuelle dans les quartiers prioritaires de la ville de la vente VRAC bio locale. La remarque là, qui a été faite par rapport au prix du vrac et de l'emballé. Quand vous achetez un produit en vrac, vous payez un produit en vrac. Quand vous achetez un produit emballé, vous payez l'emballage qui parfois représente un pourcentage du produit non négligeable. Et donc en fait, vous avez payé aussi une façon, une énergie, une matière, etc. qui va être jetée. Donc finalement, vous avez payé 2 fois. Voilà. Donc le vrac, vous diminuez. Voilà, et en plus, après, on paye la 3e fois pour le tri de l'emballage. Donc, il vaut mieux acheter vos lentilles en vrac. Et ben, en plus, en général, elles sont de meilleure qualité. Vous êtes sûr, en principe, que le producteur a gagné plus avec le vrac que si vous achetez emballé. Voilà. Donc, vous êtes gagnant sur tous les tableaux. Vous n'avez pas de déchets. Et vous avez payé un bon produit à un producteur et fait travailler à un magasin respectueux. Voilà, et local. Pour ce que l'on repaye après, précisons que le budget de la CCM pour la collecte et le traitement des déchets, c'est 20 millions d'euros par an, qui sont à 96% assurés par la TEOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui est inclue dans les taxes foncières, donc par nous. Voilà, donc nous payons 20 millions d'euros par an quand on consomme pas en vrac, ce qu'on ne paye pas, autant de déchets qui ne sont pas à éliminer quand on consomme en vrac. C'est vrai que c'est des données globales qui seraient intéressantes d'avoir. Est-ce qu'il y a peut-être inviter des étudiants à faire des thèses là-dessus en économie, c'est-à-dire avoir aujourd'hui avec un peu de recul une étude qui voit un petit peu effectivement quand on achète en vrac des comparatifs à tous les niveaux avec les effets d'impact aussi des emballages, etc. Et ce qu'on paye directement, ce qu'on paye indirectement. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a un effet de mode, j'ose le dire, qui fait qu'un effet d'opportunité économique qui fait que dans certains coins, certains villages, certaines villes, le vrac est devenu un peu un produit de luxe. Donc je suis enchanté de voir, et évidemment, on essaye d'être au maximum dans cette démarche-là, mais je pense que ce serait intéressant quand même d'avoir une vision économique un peu globale de tout ça, d'autant que c'est quelque chose qui se développe. Peut-être que ce serait intéressant d'inciter les universités, d'amener des étudiants à faire des masters et puis des doctorats sur ces questions-là. Je fais une toute petite parenthèse là-dessus. J'ai observé effectivement dans des grandes surfaces des rayons vrac où, à qualité égale, le prix au vrac était bien supérieur. Mais c'est peut-être qu'il ne faut plus aller dans les grandes surfaces. Voilà. Juste peut-être une suggestion de solution. On n'est pas payé. C'est un peu hors sujet, mais si juste pour répondre très vaguement de loin à ce que vous racontez sur le vrac et tout, et sur l'économie, il y a quand même tout un pan de l'économie aujourd'hui. Moi, je renvoie au Répar Café, en fait, etc., sur lequel on est là, qui sont ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité.
qui est quelque chose qui se développe quand même pas mal et qui vient aussi réduire malgré tout les emballages, etc. Parce que si on vous met à disposition une machine à laver ou un téléphone portable, on l'emballe pas 1000 fois, quoi. Enfin, ça joue aussi. Donc malgré tout, il y a quand même beaucoup de travail théorique et autres qui a été fait depuis longtemps et qui est encore en train de se faire au niveau économique sur toutes ces thématiques et ces sujets. Et c'est loin d'être un désert théorique, en fait. Je veux dire, les travaux économiques et autres, ils existent depuis longtemps, en fait. C'est juste l'action derrière qui ne suit pas forcément. Merci pour toutes ces contributions. On va répondre à monsieur sur le papier. Je crois que s'il y avait une recette miracle pour que toutes les institutions appliquent les comportements nécessaires à la transition, ça serait déjà fait et notre société serait dans un autre état. Donc c'est à gérer au cas par cas et je ne connais pas les institutions dont vous parlez, mais j'en profite juste pour répondre peut-être avec mon expérience personnelle. D'ailleurs, je ne me suis pas présentée, je suis designer et je travaille beaucoup sur les projets de conduite du changement des professionnels pour générer moins de déchets. Dans mon expérience, j'ai pu constater que les collectivités sont très souvent de très mauvais acteurs en tous les cas à l'échelle locale, mais c'est pas parce qu'ils sont insensibles ou c'est pas parce qu'ils ne comprennent pas les enjeux. À chaque fois que j'ai été rencontrer les personnes en charge des décisions, j'ai été étonnée de découvrir des gens très intelligents qui avaient fait tout ce qu'il fallait, qui mettaient en place tout ce qu'il fallait, qui attendaient juste un aval politique et la plupart du temps ça bloquait au niveau politique. Donc déjà à savoir, c'est aussi pour qui on vote qui va changer et combien les personnes, les élus incluent dans leur programme une considération réelle des enjeux environnementaux qui fait que ça va s'appliquer ou pas sur le territoire. Mais vous seriez impressionné de voir le nombre de projets qu'il y a dans les tiroirs du département, de l'agglo, de la région sur une vraie prise de conscience des besoins et tout ce qu'on pourrait faire pour le mettre en place. Ça c'est une chose. Après quand on veut vraiment influer sur une structure pour qu'elle se mette en marche, le meilleur moyen c'est le dialogue. Dans mon expérience personnelle, je me suis souvent attendue à avoir des freins qui étaient liés à l'argent ou à la réglementation. J'ai très souvent pensé que c'était ça et c'est en général le premier qui est levé quand on me dit « Ah non, non, mais vous n'y pensez pas, ça va coûter trop cher, on n'a pas le temps, c'est trop dur à organiser ». Ces freins-là tombent, mais comme des mouches, et j'ai toujours été sidérée, mais j'ai toujours les mêmes constatations, quand on dialogue avec les gens et qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls. Quand on leur dit oui, mais vous n'êtes pas tout seul, la direction est sensibilisée, les collègues sont sensibilisés, il y a une fédération qui vous accompagne, bon, etc. Quand les gens ne se sentent pas seuls, et c'est pour ça que cette carte est vraiment une super initiative, ils osent en faire beaucoup plus et finalement ils mettent en place des choses alors qu'ils avaient l'impression d'être les seuls à y penser. Donc déjà, aller redialoguer avec les différentes personnes en charge de la décision, parfois ça débloque. Et si ça ne débloque pas, après il y a les deux grandes armes, hein, la carotte, tout ce qu'on peut gagner, donc à leur faire savoir tout ce qui est attendu, et le bâton. Et alors dans le bâton, ce qui marche le plus, c'est le buzz, c'est de faire savoir, c'est d'en parler aux médias, d'en parler sur les réseaux sociaux. En général, les services communication de l'institution en question se soulèvent tout de suite, et là, il y a des mises en action assez rapides. Bon, c'est un peu dommage d'en passer par là, mais c'est quand même un mode d'action extrêmement efficace. Il peut être nécessaire parfois dans certaines institutions, parce que, à titre personnel, j'ai porté plusieurs fois, j'ai contribué à certains projets là dont on parle, et des projets qui sont financés par la région, par les services d'évitement de déchets, notamment de déchets en plastique. Et pour qu'on discute, ils organisent une réunion à l'hôtel de région à Marseille. Et dans la réunion, ils nous servent à manger dans du jetable, et ils nous servent à boire dans des bouteilles d'eau jetable, etc. Et à chaque fois, et même quand on se rend compte sur comment éviter le jetable en Méditerranée, par exemple. Donc on leur dit, mais enfin, il y a de la schizophrénie dans l'équipe ou quoi? Et à chaque fois, ils nous répondent, c'est qu'on est plus un organisme est gros, plus il est sectorisé. Les services sont complètement sectorisés. Les appels d'offres, ils ont été placés il y a 3 ans, avant que le service environnement ait décidé ça. Le service environnement ne parle pas au service protocole. Le service protocole, il gère la logistique de ceci et pas de cela. Et ils n'arrivent même pas à se parler entre eux. Donc, soit on rentre par la porte service de communication, alors là, ils écrasent tout le monde, ils font le ménage vite fait, donc un buzz sur les réseaux sociaux ou les médias sur leur incohérence, c'est en général assez efficace. Soit vous passez plus par des voies de dialogue, selon votre préférence, mais ça marche, on obtient des résultats quand même. À titre de témoignage sur la CCM, il y a une personne chargée de mission développement durable, transition. Il n'y a pas d'élus.
sur cette compétence-là. C'est-à-dire que le gars, il a beau essayer de pousser les choses en passant par un service, en passant par un autre, tant qu'il n'y a pas un aval politique et donc un engagement, une trajectoire politique qui est donnée, le garçon, il va quand même ramer bien dans le sable pendant un certain temps. Je crois qu'il est l'heure qu'on conclue. Sauf s'il y avait une dernière question urgente. Non, allez. Bon, alors c'est à moi de conclure. Pour conclure, on parlait de liens, on parlait de tout ça. Effectivement, n'hésitez pas à vous emparer de cet outil qu'on a mis dans vos mains, là, qui est quand même bien pratique, qui est l'Arlons-y. N'hésitez pas à faire usage à vous présenter à ces structures, à vous présenter à ces assos, à vous engager éventuellement. On a besoin toujours de bénévoles parce que si on n'a pas de soutien par ailleurs, il faudra bien que les citoyens se prennent en main et donc voilà, viendez. Et n'hésitez pas à utiliser les outils existants. Là vous verrez aussi d'ailleurs par exemple qu'il y a la roue qui a un moyen d'avoir entre guillemets un carnet d'adresses responsable. Vous avez plein de monde réuni au niveau de l'Arlons-y. Nous, on essaye justement, contrairement à un hôtel de région, de faire communiquer nos services. Donc on se met autour de la table et on sort ce genre de choses. Voilà, faites connaître nos structures. N'hésitez pas à nous proposer l'aide que vous pouvez nous apporter et faites la promo que vous pouvez faire pour ce genre de choses. Merci. Et puis à vous de jouer, à nous de jouer. Ah, Jean, Non, je voulais simplement dire que le sous-titre de ce débat, c'était Passons à l'action. Je pense que c'est important de le répéter. Vous êtes ici dans le cadre de Convivencia. Il y a tout un tas de ces structures qui sont sur le terrain. Allez les voir, allez discuter avec eux, allez voir ce qu'ils font, ce qu'ils proposent et tout. Et peut-être que vous avez envie d'aller leur donner un coup de main, de dire ça est passé comme ça, mais je vais vous aider à ceci ou cela. Je pense que c'est important, le budget par rapport à tout ça. Et on est là, il faut en profiter, je veux dire, pour voir un peu tout ce qui se passe autour de nous, parce que c'est d'une grande richesse, même si parfois ça manque de moyens, ça peut être plus effectif encore comme chacun le souhaiterait, mais c'est une raison de plus pour les soutenir, pour soutenir toutes ces structures et leur donner un coup de main. Merci. Moi je voulais ajouter la parole a du poids, donc on espère et on attend de tout le monde d'être les haut-parleurs de ces projets, de manière à aider à les faire plus connaître, mais également à ce que vous serviez d'aiguillon auprès des décideurs, des politiques, parce que notre pouvoir, il est aussi dans notre bulletin de vote, et les élus, les politiques sont quand même particulièrement sensibles à cette question, et donc de pouvoir leur dire, bon, voyez, il y en a qui sont en train de se bouger, et pendant ce temps-là, vous ne faites rien, ça peut aussi aider de faire les choses et contribuer à de la reconnaissance. J'allais juste ajouter une petite chose, c'est que personne n'est parfait, personne ne peut tout faire. Vous là, vous avez 37 initiatives sur cette carte. On ne vous dit pas de tout faire, personne n'y arrivera jamais. On ne dit pas voilà, c'est juste commencer, faire un pas, pousser une porte, appeler un des numéros de l'Arlons-y. C'est déjà beaucoup, c'est déjà bien. Voilà, il n'y a pas de pression, quoi, en tout cas. Juste ça. Le 12e mot de la fin. Cette carte, ce collectif, il est informel, il n'y a pas d'entité, et la magie du processus, c'est que chacun a contribué, a mis sa pierre à l'édifice. Ralil a fait le visuel, Arle Linux a pris en charge l'hébergement du site web qui existe, vous pouvez aller voir. Parade a fait le graphisme et la collecte et la coordination du projet. Le conseil de développement du Pays d'Arles a pris en charge les 2000 premières impressions. J'en oublie, la verrerie a passé un temps fou, ainsi que Convivencia à faire le relais entre les acteurs, parce qu'on n'était pas forcément informés de tout ce qui se passait. Voilà. Merci à tout ce beau monde. Et on boit un coup ensemble à la guinguette pour fêter ça.